Alors, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux et avec des collègues et des chercheurs que nous apprécions beaucoup et qui font partie de cette communauté, de près ou de loin, de cette communauté Une seule santé à l'Université de Montréal. Alors moi, j'ai le grand bonheur d'avoir été invitée non seulement à être membre du comité scientifique de Une seule santé, mais également à animer ce panel avec des intervenants et des collègues aussi de valeur que ceux qui sont ici réunis. Et donc, pour commencer, Malek m'a gentiment invité à me présenter pour justifier ma présence. Je dois dire que j'ai toujours un grand sentiment de syndrome d'imposteur à chaque fois que je rencontre les éminents experts que vous allez rencontrer ici. Et donc, vous allez tout de suite comprendre. Je vais d'abord me présenter et ensuite présenter les panélistes. Et aussi le format. Et donc, pour commencer, alors je suis Rewa Chang, professeure titulaire au département de philosophie. Je suis également cofondatrice donc du programme d'études féministes des genres et des sexualités à l'Université de Montréal. Je le mentionne parce qu'il y aura peut-être des liens, notamment avec les travaux et les préoccupations de Muriel ou de d'autres collègues ici. Et je suis présentement la directrice senior, si vous voulez, du Centre de recherche en éthique, qui est un regroupement stratégique qui réunit des membres donc de 10 universités québécoises financées par le FRQ. Également présidente de l'Association canadienne de philosophie, dont mon ancrage est vraiment en philosophie. Mais il en demeure pas moins qu'une des raisons pour lesquelles je me suis jointe à ce groupe, avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'enthousiasme, c'est pour valoriser aussi l'interdisciplinarité ou la transdisciplinarité, vous appellerez ça comme vous voulez. Je me présente souvent comme étant la philosophe de service et donc j'ai eu beaucoup d'années de plaisir à travailler au sein d'équipes qui sont justement interdisciplinaires. Donc, à travers mon parcours, j'ai été notamment formée donc, en philosophie politique dans le domaine de l'éthique des relations internationales, mais également au Harvard School of Public Health où j'ai été dans le programme en éthique. Ce qui m'a amené donc à enseigner le cours d'éthique médicale obligatoire à l'année préclinique de la faculté de médecine. Donc, éventuellement, mes domaines de recherche ont recoupé ces intérêts-là. Ce que je fais, c'est de la philosophie politique et éventuellement de la bioéthique, mais appliquée vraiment à l'analyse des inégalités de santé. Et donc, j'ai eu l'occasion notamment de travailler avec des collègues de la Fondation de la Croix-Rouge française à Paris Sciences Po. Plus récemment, donc, une collaboration très fructueuse et très nourrissante avec Joanne Liu, qui était l'ex-présidente internationale de Médecins sans frontières. Et je travaille en particulier sur le thème des injustices structurelles épistémiques donc pour réfléchir justement sur tous ces enjeux qui nous permettent d'avoir une vision un peu plus philopole, si vous voulez, sur l'organisation sociale qui produisent et qui perpétuent ces inégalités de santé. Et petit à petit, ça m'a amené à vraiment, justement, grâce à l'invitation de notre vice-recteur Luc Stafford, à m'intéresser également à tous ces aspects multidimensionnel autour d'une seule santé parce que justement je crois qu'il y a véritablement des questions de justice sociale et des questions de justice également, justice climatique, d'éthique environnementale et ça nous permet de poser la question de quel est le rapport, une question terriblement et fondamentalement philosophique, quel est le rapport des êtres humains face à leur milieu, que ce milieu soit l'environnement naturel ou que ce soit leur interaction et leur proximité avec les animaux. Et donc, cette réflexion holistique est guidée justement par les expertises interdisciplinaires de tous les chercheurs qui, de près ou de loin, sont impliqués dans une seule santé. Et aujourd'hui, donc, nous sommes dans une situation de crise climatique, sociale à l'échelle internationale et également à tant d'autres égards. Et certains philosophes vont même parler de risques existentiels. Et je pense que c'est vraiment dans ce contexte-là où toute la mobilisation autour d'une seule santé est vraiment un effort collectif à l'échelle internationale aussi qui mérite d'être soutenu. Et donc, j'ai le grand plaisir de pouvoir vous présenter nos panélistes qui vont avoir chacun donc une question générale pour susciter la réflexion et par le fait même, ils et elles auront l'occasion de vous expliquer un peu mieux leur domaine d'expertise. Et chacun de ces panélistes aura de 5 à 12 minutes
pour présenter leurs réponses aux questions plus générales que je vais vous poser. Vous pouvez ensuite broder de la façon que vous voulez autour de ces questions générales. Et s'il reste un peu de temps, on aura peut-être l'occasion de faire quelques interactions entre vous. Et ensuite, après avoir entendu les réflexions de chacun de nos panélistes, il y aura bien sûr une période d'échange avec le public. Alors, je serai parfois rivée sur mon iPhone, pas pour texter pendant la conversation, mais tout simplement parce que je suis aussi la gardienne du temps. Alors, donc, voilà. Et pour commencer, donc, je vais vous présenter en fait tous les panélistes en même temps. Malek Battal, évidemment, que vous connaissez bien, professeur titulaire au département de nutrition de l'UDM et chaire de recherche du Canada sur les inégalités en nutrition et santé et directeur du Transnut. Muriel Maxing, professeure adjointe en santé mondiale au département de médecine sociale et préventive à l'ESPOUM. Nous aurons également l'occasion d'entendre Tiffany Kenny, professeure adjointe au département de nutrition de l'UDM. Et c'est intéressant de voir aussi que nous avons des chercheurs à tous les niveaux. Donc, c'est vraiment formidable d'avoir réuni ce groupe. Ben Brisebois, professeur adjoint au département de médecine sociale et préventive à l'ESPOUM, et Antoine Boudreau-Leblanc, qui est cofondateur du club Une seule santé de l'Université de Montréal et chercheur postdoctoral à McGill. Donc, sans plus tarder, la première question est destinée à Malek et concerne justement le concept de durabilité des systèmes alimentaires. Alors, une question générale qui se décompose en deux volets, si vous voulez. D'abord, en ce qui a trait à véritablement la santé humaine, quels sont les risques que posent les systèmes alimentaires actuels sur la qualité nutritionnelle et la santé humaine? Et de ce point de vue-là, quel système faudrait-il privilégier? Alors, quelles sont les pratiques agricoles les plus prometteuses pour promouvoir la durabilité des systèmes alimentaires et comment peuvent-elles être mises en œuvre à grande échelle? Et peut-être, dans un premier temps, est-ce que vous parlez en termes de menaces existentielles ou de risques existentiels? Comment vous appréhendez tous ces enjeux? Bon, je disais tout à l'heure, merci Rioam beaucoup pour cette introduction et pour ces questions que je trouve très difficiles. Je disais à Muriel que j'ai le trac, alors que habituellement j'ai l'habitude de parler devant un public. Mais je pense que j'imagine que vous êtes un public sévère. J'espère que pas. Anyway. Donc, la question, bon, moi je suis au département de nutrition, je suis aussi affilié à l'école de santé publique de l'Université de Montréal. Donc, j'ai commencé à penser à la question des systèmes alimentaires à travers la santé humaine d'abord. Et qu'est-ce qui fait que, d'abord, bon, je travaille aussi au sein de Transnut, qui est le centre collaborateur de l'OMS sur la transition nutritionnelle et le développement. Donc, cette question de transition nutritionnelle, qu'est-ce qu'on est en train de consommer? Quelles sont les problématiques nutritionnelles qui existent maintenant chez nous et comment est-ce qu'on les voit ou on les voyait historiquement en nutrition? Et historiquement, on voyait les problématiques en nutrition par rapport au choix alimentaire individuel. Parfois, on allait au niveau du communautaire, mais rarement on regardait les systèmes de manière générale et on se souciait peu aussi de l'impact de notre alimentation sur l'environnement. On regardait parfois l'impact de l'environnement sur notre alimentation, mais rarement l'inverse aussi. Donc, c'est pour ça l'intérêt pour moi de faire partie de l'initiative Une seule santé, parce que mieux nourrir demain, c'est-à-dire aussi avoir la réflexion sur cet impact, ces impacts mutuels entre ce que nous consommons et l'environnement. La qualité nutritionnelle est en lien beaucoup avec comment nous produisons nos aliments, comment nous les commercialisons et comment nous les transformons. Et donc, si je m'attarde un peu sur quelles sont les grandes problématiques nutritionnelles dans ce pays et un peu dans le nord global, ce sont des problématiques de suralimentation, des problématiques d'alimentation qui est sous-optimale de point de vue nutriments, mais qui est suffisante de point de vue calorique. Si on regarde un peu partout dans le monde avec la question de transition nutritionnelle qui se propage de manière assez rapide aussi à travers le monde, nous avons aussi ces problématiques-là, en plus de problématiques d'insécurité alimentaire qui sont quand même profondes à des niveaux nationaux
même régionaux dans le monde, sans oublier que les problématiques d'insécurité alimentaire sont aussi très importantes chez nous. Tout ça est lié au système alimentaire. Hier, on avait une présentation d'une collègue, Noreen Willows, qui parlait au Canada, il y a le quart des ménages sont en insécurité alimentaire en 2023. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande inflation alimentaire. Et là, moi, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec les changements au niveau environnemental. Qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, je prends comme exemple un aliment qui n'est pas essentiel, à moins que vous soyez méditerranéen comme je le suis. L'huile d'olive, par exemple, elle a doublé de prix en épicerie, mais elle a quadruplé apparemment de prix au niveau de la vente de gros. C'est parce qu'il y a une sécheresse en Espagne qui perdure et qui fait qu'on n'a pas la production. Donc, les liens sont directs. Bon, ça, c'est un exemple, mais les exemples sont multiples et ce sont parfois des exemples plus sérieux, que ce soit, par exemple, la production de blé ou de riz dans le monde, etc. Donc, les aléas climatiques sont très proches de nous, même si on ne s'en rend pas compte nécessairement quand on est dans notre domaine de nutrition et on ne fait pas attention à ce qui se passe ailleurs. Donc, j'ai déjà oublié la question, mais juste pour dire que cette relation, elle est intime entre l'alimentation et l'environnement. Et notre impact sur notre environnement, de point de vue alimentaire, est énorme. Le tiers des émissions de gaz à effet de serre sont dues à la production alimentaire. Cette production alimentaire, elle est le modèle de production. Là, on parlait de technologie tout à l'heure avec la question. C'est vraiment une question politique de quel modèle on est en train de privilégier. Qui est en train de payer les pots cassés quand il s'agit de pollution, d'érosion des sols, de la pollution des eaux avec les pesticides et les engrais chimiques? C'est la communauté en général. Et nous payons aussi le prix avec les maladies qui nous affectent. Les maladies qui nous affectent dans ce pays, c'est le diabète, c'est les maladies cardiovasculaires, c'est les cancers. Et toutes ces maladies-là, bon, le cancer, on dit un tiers des cancers sont liés à l'alimentation. Mais pour le diabète et les maladies cardiovasculaires, le lien est évident. Et il est donc évidemment un lien avec comment on produit, comment on transforme, comment on transporte les aliments et comment on les consomme. Et c'est quelque chose que je dis souvent dans les cours, c'est qu'on a longtemps jugé les gens sur leur choix alimentaire sans tenir compte du fait qu'on n'a pas le choix. Notre choix est très limité. Souvent, je fais l'analogie avec la mode. On ne peut pas venir habillé comme au XVIIIe siècle ici, parce qu'on a, à l'intérieur de ce qu'on peut choisir, on a des normes. Et les normes qui régissent notre choix alimentaire sont guidées ou sont régies par des forces, je suis sûr que ce panel en parlera, des forces politiques et économiques qui nous dépassent comme individus, mais dont on doit être conscient. Et je pense que ce qu'on essaye de faire avec l'approche Une seule santé au niveau de l'université, l'initiative Mieux nourrir demain, c'est d'avoir cette réflexion plus complexe sur la question alimentaire, au-delà du choix individuel et au-delà des réponses que j'appellerais band-aid. Là, on parlait de 20% d'insécurité alimentaire hier. On ne peut pas revenir à des solutions genre banques alimentaires pour ces questions-là. Il faut regarder les systèmes. Comment ça se fait que les aliments soient si chers, que les gens soient si peu capables d'atteindre une sécurité alimentaire convenable dans un pays si riche comme le Canada, par exemple? Et quel est le rôle donc de ces systèmes alimentaires à travers la planète nord-sud? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Donc, ce sont toutes des réflexions qui viennent donc chercher la personne nutrition en moi, mais qui en fait reconnaît que tout est lié finalement. Et je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais oui, je pense que j'ai dépassé 5 minutes. Tout à fait. Peut-être pour prolonger et approfondir votre réflexion, mais sur ce, vous pouvez tous les autres rebondir. Pour vous, Malek, est-ce qu'il y a un trade-off ou comment dire un compromis tragique à faire entre équité et durabilité? On ne devrait pas.
Dans le cas actuel, malheureusement, oui. Si on regarde par exemple la production biologique ou autre, souvent on arrive au niveau du marché à avoir des prix plus élevés par rapport à ça. Donc ce qui est plus durable, souvent n'est pas ce qui est... mais ça, c'est un choix de société en fait. C'est qu'on on a choisi de promouvoir une alimentation industrialisée qui va favoriser les grandes compagnies, qui va favoriser le nivellement par le bas par rapport à la qualité. Et c'est là où on s'est planté, en fait, collectivement. Et c'est là où on est en train d'en payer le prix, de point de vue coût en soins de santé, coût en qualité je sais pas, même la santé mentale des producteurs, par exemple. Donc des choses auxquelles on n'a pas pensé nécessairement, ou bien ceux qui ont pensé à ça n'ont pas eu le pouvoir nécessaire pour pouvoir faire changer les choses. Euh, donc, moi, je pense qu'il y a un trade-off apparemment maintenant, mais c'est construit et c'est quelque chose qu'on devrait déconstruire. Et croyez-vous à la possibilité d'arrimer les projets de durabilité dans les systèmes alimentaires à l'échelle nationale et à l'échelle internationale? Ben, c'est ce qu'on essaie de voir avec certains projets qu'on fait. Par exemple, on travaille pas mal sur l'agroécologie comme étant une porte de sortie, dans mon cas, dans 2 projets au Guatemala et en Équateur, sur la possibilité pour les travailleurs qui sont en agroécologie, et pas simplement les consommateurs, mais les producteurs eux-mêmes. Est-ce qu'ils sont en meilleure santé? Est-ce qu'ils ont une meilleure alimentation? Et là, on se rend compte que les choses sont beaucoup plus complexes qu'on pensait, parce que c'est vrai que les gens qui sont impliqués en agroécologie, c'est-à-dire, et c'est là où la question de technologie qu'on avait tout à l'heure est intéressante, parce qu'en agroécologie, on a des façons traditionnelles de produire, mais avec beaucoup de technologies aussi, mais ce sont des technologies douces, des innovations qui sont intéressantes, mais qui sont à une petite échelle. Bon, là, on se rend compte, par exemple, que les personnes qui sont en agroécologie s'alimentent mieux, mais ne sont pas nécessairement en meilleure santé. Pourquoi? Parce qu'il y a des problématiques que j'appelle systémiques, de pauvreté, de lutte en fait contre le système établi, qui fait en sorte que ces gens-là, qui sont obligés d'être des activistes tout en étant des producteurs et des consommateurs, sont avec une charge mentale tellement importante, ils travaillent beaucoup plus. Ces femmes-là qui sont en agroécologie doivent se lever tôt le matin pour aller sur le marché, vendre leur production, etc. Donc, on est en train de rendre les choses difficiles, même quand on est en train de promouvoir certaines solutions. Mais j'ai espoir que si on multiplie les exemples et on multiplie les études qui essaient de démontrer le bien fondé de ces approches, on pourrait arriver à une panoplie de solutions qui serait intéressante. Évidemment, encore une fois, vous êtes tous invités à interagir et à rebondir, mais c'est vrai que Malek, j'ai envie de vous interroger encore plus longtemps à travers votre carrière quand même substantielle. Avez-vous constaté empiriquement ou philosophiquement une détérioration telle des systèmes alimentaires, ou est-ce que c'est un combat que vous menez dès le départ, depuis le début? Il n'y a pas comme telle une détérioration significative, mais il y a peut-être une mobilisation possible autour d'une seule santé. Alors comment ça s'est passé pour vous? Ouais, je pense que oui, c'est vrai que je suis vieux, merci Non, de me le c'est rappeler. pas ça que je voulais dire. Non, je dirais que bon, je pense que j'ai toujours été dans une bulle qui fait en sorte que j'ai toujours été exposé à ces mêmes problématiques. On parlait de transition nutritionnelle à la fin des années 90 déjà, puis mais c'est vrai que les choses ont changé de point de vue de leur place sur la place publique, et que parler d'une seule santé, c'est enfin on met des mots sur des concepts pour lesquels on luttait. Moi, j'étais aussi au temps où on parlait de éco-santé, eco-health.
Puis là, il y a beaucoup de chicanes, en fait, toujours sur les terminologies. Moi, je n'embarque pas dans les chicanes sur les terminologies parce que je trouve que ce soit une seule santé, une santé planétaire ou eco-health, etc. Tout ça, ça va dans le même sens, dans le sens de dire que les problèmes sont complexes et sont hyper complexes et on ne peut pas les régler de manière simpliste, chaque discipline à part. Et donc, des approches comme une seule santé sont intéressantes. Je pense qu'il y a d'autres qui veulent. Oui, ben, je me suis dit que j'allais casser la glace là, pour mes pairs. Puis, un peu dans cette lignée-là, pour puiser de ton expertise et ton expérience, je me disais que un des mots que tu avais mentionné là, durant la question, c'est les risques existentiels. Et je trouve que c'est une des choses très coalisateurs, là, l'existence. Donc, ça fait appel à la survie, à être. As-tu des exemples concrets pour représenter justement à quel point la nutrition, l'alimentation, ou c'est la durabilité, les iniquités peuvent s'exprimer au travers de cette pièce-là de l'existence qui peut comme un peu transcender là, une seule santé puis éco-santé? Je ne sais pas si je veux aller là, parce que je suis très pessimiste. Hein. Il ne faut pas que je le partage. Mais j'en ai peut-être pas l'air, mais je suis actuellement assez pessimiste. Et je vois autour de moi que les choses s'empirent et qu'on a des problèmes. Ben, ça s'empire sur tous les côtés, sur tous les fronts, je voulais dire. Et c'est là où on a besoin d'un soubresaut de réalisation que ça ne va pas très bien. Moi, je crains beaucoup. Avec la guerre en Ukraine, on a frôlé le désastre dans beaucoup de pays par rapport à l'exportation du blé ukrainien. Il y a beaucoup de pays qui dépendent sur ce blé-là. Donc ça, c'était vraiment une guerre. Mais on peut imaginer l'impact de ce genre de choc si c'était une sécheresse continue, si c'était des problématiques avec des pestes qui reviennent ou pour lesquelles on n'a pas de solution, etc. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question, mais c'est juste pour dire que j'ai peur pour l'avenir par rapport à la sécurité alimentaire planétaire. Et on le voit déjà pour les populations vulnérables, il y a des problèmes sérieux d'accès à l'alimentation. Et tout ça est systématiquement relié au fait à notre environnement. Merci beaucoup, Malek. On va maintenant passer à Muriel. Alors, Muriel, moi, j'ai la chance de connaître un peu vos travaux et votre angle d'analyse par le biais de l'intersectionnalité. Alors, voici mes questions. Comment les inégalités de genre influencent-elles l'accès aux ressources alimentaires et la sécurité alimentaire? Et quelles actions peuvent être prises pour réduire ces inégalités? Et d'autre part, quels sont les défis spécifiques auxquels les femmes font face dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire? Et comment ces défis peuvent-ils être abordés? Merci, Rioa. Et pour une petite personne assise sur un grand tabouret comme ça, c'est plus ou moins agréable. Mais je vais répondre à votre question. En fait, je vais continuer dans la foulée de Malek. On est peut-être pessimiste, mais on est là puis on veut persister pour contribuer un peu à ces changements. En fait, quand vous parlez d'inégalité de genre, je dirais plutôt inéquité de genre parce que ces disparités ou ces différences sont injustes et évitables. Et donc, plusieurs rôles sont dévolus aux hommes et aux femmes par les sociétés et donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être changées. Donc, juste une petite précision pour commencer. Mais dans votre question, il y a 4 questions. Donc, je vais commencer avec la première par rapport aux iniquités de genre. En fait, je prendrais peut-être la perspective un peu comme Malek l'avait soulevé tout à l'heure, mais à partir des déterminants structurels. Hein, souvent, je ne pense pas que je vais apprendre des nouvelles choses à cette audience qui vous travaillez déjà sur ces thématiques, mais au niveau des déterminants structurels par rapport aux politiques et aux processus de gouvernance qui souvent vont favoriser la contribution et la place et le positionnement des hommes de façon générale versus celle des femmes et des filles.
qui sont reléguées souvent à un autre niveau. Et donc, on voit des politiques qui en découlent, qui sont souvent sexistes, patriarcales, qui limitent la prise de décision dans cette chaîne, un peu, je dirais, dans tout ce système alimentaire, mais au niveau de l'approvisionnement, à partir de la production, de la transformation, élevage, culture, commercialisation, etc. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, que ces déterminants structurels par rapport à ces normes sociales vont structurer de façon très puissante, en aval, la santé, le bien-être et la sécurité alimentaire, non seulement des femmes, mais de tous les membres de la famille. Donc ça, c'est la première chose. Quand on regarde au niveau de la littérature, on voit qu'un des défis, ou en tout cas un des facteurs les plus importants par rapport à je le dirais comme ça, la manufacturation, la fabrication de la chaîne des iniquités de genre, c'est la limite, ou en tout cas l'absence de facilitation pour les femmes surtout, d'avoir accès à la terre, d'avoir accès aux ressources foncières, mais aussi d'avoir accès à la technologie, aux formations, à l'information. Souvent, quand on regarde, je parle aussi d'une perspective un peu de santé mondiale, c'est que lorsque on invite, par exemple, les personnes dans des grandes formations, souvent c'est en capitale, on va inviter les chefs d'organisation, alors que ce qu'on voit et ce qu'on constate dans la littérature, c'est que les femmes sont partout dans ce système alimentaire. Deuxième chose, c'est que la contribution, bien que les femmes sont partout, sont impliquées du début jusqu'à la fin, leurs contributions sont sous-évaluées, elles sont sous-payées, souvent pas payées du tout, et leurs contributions sont aussi sous-étudiées. Et donc ça nous intéresse quand même en tant que chercheurs et praticiens engagés pour une justice sociale pour toutes les personnes, hein, indépendamment des marqueurs sociaux basés sur le sexe, genre, handicap, région, lieu de résidence, niveau d'éducation, revenu, orientation sexuelle, etc. Et donc, ce qu'on voit, c'est que on doit s'attarder davantage, mais de se poser déjà la question dès le départ. Parce que souvent, les questions de genre sont une pensée après, aftermath. On pense à l'équité des genres à la fin. Pourtant, il faudrait le faire dès le départ. Donc, au niveau des déterminants beaucoup plus macro. L'autre grand défi, et puis qui contribue aussi aux iniquités de genre, c'est l'accès au crédit. Souvent, au niveau que ce soit des villages, je suis vraiment pas familière, par exemple, de ce qui se passe au niveau du système alimentaire ici au Canada ou même en Amérique du Nord. Mais par rapport à l'accès au crédit ou la représentation des femmes dans les syndicats agricoles ou même dans les organisations agricoles, la représentation, le nombre de femmes est encore très, très, très bas. Et lorsqu'elles sont autour de la table, est-ce qu'elles peuvent s'exprimer de façon libre comme n'importe quelle autre personne pour parler de leurs enjeux? Malek et moi, on collabore avec Hélène Carabin et Michel Bouchard sur un projet Une seule santé, les zoonoses auprès des femmes éleveuses de petits animaux au Burkina Faso et au Sénégal.
Et en fait, financé par Affaires mondiales Canada, et en fait, à travers ce projet d'intervention, justement, on va aller directement vers les femmes. Parce que souvent, même au niveau de la priorisation, par exemple, des zoonoses, on va aller regarder les hommes agriculteurs, fermiers, avec des grands animaux comme les vaches. Et donc, dans ce projet, on ira voir les femmes éleveuses de chèvres, de volailles, de cochons ou même d'aquaculture. Donc, de savoir exactement quels sont les enjeux qui les importent, mais aussi au niveau de l'accès aux ressources, mais aussi au contrôle des ressources. Donc, on fait bien la distinction avant d'avoir accès aux ressources. Et quand on parle de ressources, c'est alimentaire, financière, de temps, mais aussi de terrain, l'open terre, etc. Il y a une revue systématique qui a montré, notamment au Ghana, que le fait que les femmes avaient accès, en tout cas avaient un lopin de terre, était positivement associé à des issues de santé beaucoup plus positives. Par contre, ce n'était pas automatiquement associé à une diminution de la charge de travail à la maison. Hein? Donc, souvent, les femmes vont être doublement, triplement pénalisées. On l'a vu durant la pandémie de la COVID, qu'elle s'occupait des enfants, des parents, de tout le monde, et en même temps des tâches domestiques, etc., en plus de continuer à travailler. Donc ça, c'est un autre véhicule d'iniquité par rapport à l'information, le crédit, etc. Et puis, il ne faut pas se le cacher. Pour l'instant, on voit encore que les femmes s'occupent de beaucoup de choses à la maison et que ce fardeau est quand même assez conséquent. Donc, comment pouvoir diminuer cette charge? On a parlé de technologie. Dans certains pays, par exemple au Népal, on a trouvé des technologies, des innovations technologiques frugales au niveau de l'irrigation, pour aider les femmes au niveau du système alimentaire, un système de cuisine beaucoup plus sain par rapport à la ventilation, etc., qui peuvent aussi diminuer et les aider à avoir plus de temps pour la commercialisation ou en tout cas d'aller vers les marchés. Alors, une des grandes barrières aussi dans certains contextes, c'est l'injonction sur la mobilité et la liberté de bouger des femmes qui peut aussi influencer sur sa capacité de sortir de la maison, d'aller au marché, de vendre les produits, de négocier les prix, etc. Mais en fait, par rapport aux solutions, il y en a plusieurs, mais là, on voit qu'il faut qu'on travaille ensemble au niveau intersectoriel, mais à tous les niveaux, jusqu'au niveau des politiques. Alors là, ce ne sera pas juste les chercheurs qui pourront y contribuer. Il y a ceux qui travaillent directement dans les ministères, les personnes au niveau des prestataires de services. Il y a aussi toutes les organisations féminines de femmes agricoles. Donc, ça, c'est un premier niveau. Deuxième niveau, je reviens avec le premier commentaire que les iniquités de genre dans les systèmes alimentaires est encore peu étudiées. Il y a peu de ventilation des données par sexe, par genre, et puis bon, on peut aussi rajouter d'autres marqueurs d'identité sociale qui ne sont pas disponibles. Donc, la première étape, là, c'est de pouvoir documenter quels sont les enjeux différenciés que les femmes et les hommes puissent avoir pour qu'on puisse, derrière, proposer des solutions plus adaptées aux différentes réalités. Et c'est pas nouveau, ça fait déjà depuis des décennies, mais je pense qu'on est encore loin de là. C'est le gender mainstreaming, l'inclusion à tous les niveaux des lunettes genre, mais je rajouterai aussi
équité des genres intersectionnelle parce que les femmes et les hommes sont pluriels. Une femme qui habite à 100 km du chef-lieu, qui est dans un endroit beaucoup plus aride, qui a moins accès aux intrants comme les engrais ou les médicaments pour les animaux, n'aura pas les mêmes opportunités qu'une autre personne qui habite directement en ville. Alors voilà quelques réflexions. Je ne sais pas si j'ai parlé un peu plus, mais... Merci, merci, c'était très, très riche. C'est vrai que dans mon esprit, c'est formulé une question sur laquelle on rebondira peut-être à la toute fin. Vous pouvez la garder à l'esprit parce que de toute façon, on est off-script depuis quelques temps. Mais alors, la grille d'analyse intersectionnelle nous révèle beaucoup de choses, évidemment à l'échelle internationale. Donc, vos recherches Nord-Sud le démontrent très bien, le Global Nord, le Global Sud, enfin, avec la terminologie de votre choix. Mais au sein même d'une société aussi riche et soit-elle soi-disant enviable qu'est notre démocratie, aussi imparfaite soit-elle au Canada, la situation aussi de l'insécurité alimentaire des populations, des premiers peuples, des Premières Nations, soulève aussi beaucoup de questionnements, même face à nous-mêmes, face à notre rôle dans notre propre société. Je vous laisse là-dessus. On va passer donc à Tiffany. Tiffany, donc... pour vous, on va vous poser des questions concernant l'impact environnemental des systèmes alimentaires. Et justement, la question est à la fois simple mais gigantesque. Quel est l'impact des émissions de gaz à effet de serre et quelle est la contribution de l'agriculture et des systèmes alimentaires au changement climatique? Alors, dans les deux sens. D'accord. Donc, merci beaucoup pour la question puis pour l'invitation. Malek a déjà touché sur plusieurs points et j'avoue que moi, j'ai surtout travaillé sur la question des changements climatiques sur les systèmes alimentaires. Donc, le contraire, mais juste pour commencer par vous partager quelques points salients. Donc, quand j'étais au premier cycle, en fait, on ne parlait vraiment pas de changement climatique. On voyait les effets, mais on n'avait pas de cours précis sur la thématique, alors que là, on voit que la recherche a beaucoup évolué. Donc, pour ce qui est de la contribution directe de l'agriculture aux émissions de gaz à effet de serre, donc l'agriculture est responsable de 10 à 12 % des émissions mondiales des gaz à effet de serre. Donc, à titre de comparaison, les transports représentent environ 15 %. Donc, c'est quand même une contribution très, très importante. Ça, c'est pour l'agriculture directement. Mais aujourd'hui, on est réunis autour de la thématique des systèmes alimentaires. Donc là, on élargit notre cadre d'analyse, de réflexion pour inclure non seulement les pratiques agricoles, mais aussi les étapes de transformation, de transport. On avait la question tout à l'heure concernant les systèmes agricoles locaux, les systèmes alimentaires locaux, alors que les transports sont vraiment une petite partie de tout ça. Donc, quand on parle de système alimentaire de façon large, on parle de 25 à 30 % des gaz à effet de serre. Les principales sources d'émissions agricoles sont la méthane, qui sont un gaz à effet de serre 25 fois plus puissant que le CO2, et qui provient principalement de l'élevage. Donc, vous êtes probablement tous familiers avec le concept de la diète Lancet, le Eat Lancet. Donc, 1 kg de bœuf produit environ 60 kg de CO2 équivalent, alors qu'en comparaison, 1 kg de légumineuses émet de 2 à 4 kg de CO2. Mais on est vraiment attaché à notre alimentation, à notre diète. Il y a des points vraiment culturels. J'ai le plaisir profond depuis presque 10 ans de travailler avec les communautés autochtones sur des questions d'alimentation, de sécurité alimentaire, de changement climatique. Et on voit que de simplement dire aux gens de transformer leur alimentation ne fonctionne pas forcément, surtout quand il y a des aspects plus culturels. Je pense aussi, si on se concentre uniquement sur les gaz à effet de serre, on risque vraiment de passer à côté de d'autres impacts environnementaux qui sont vraiment importants aussi. Donc, par exemple, la biodiversité, les ressources en eau et la dégradation des écosystèmes naturels. Donc, on sait que l'agriculture est la cause principale de la déforestation qui conduit à réduire massivement les habitats naturels, la perte d'espèces, etc. On a vu dans l'activité précédente que tout ça peut avoir des impacts sur
la santé des humains à travers la résistance antibiotique, etc. Donc, il y a plein de facteurs, puis je ne vais pas tous vous les énumérer, mais juste pour dire que les impacts environnementaux de nos systèmes alimentaires sont très conséquents, mais les systèmes alimentaires, à leur tour, sont victimes eux-mêmes des changements climatiques, et c'est surtout sur cette question que j'ai eu le privilège de travailler avec les communautés autochtones depuis presque 10 ans maintenant. Donc, on parlait tout à l'heure de questions existentielles, et moi, j'avoue que quand j'ai commencé à travailler sur la problématique, c'était surtout par l'angle de la nutrition, et que ça risquait même être un peu du nutritionnisme, donc où on réduit vraiment des bénéfices culturels très, très importants à des nutriments, mais en même temps, c'était une façon de quantifier un impact concret sur la santé humaine, alors qu'il y a plein d'autres impacts sur la santé mentale, sur le bien-être lié au déclin des espèces. Là, on parle de systèmes qui ne dépendent pas nécessairement de l'agriculture, qui sont centrés autour de la chasse et la pêche de subsistance. Et encore une fois, c'est des questions existentielles qui vont au-delà des nutriments, des maladies chroniques. C'est vraiment lié à la continuité de ces peuples. Alors qu'on sait que c'est pas eux qui ont contribué de façon grave au changement climatique. Fait que les questions de justice, de bien-être, d'élargir nos cadres conceptuels pour inclure justement les approches de santé, mais aussi les savoirs autochtones sont très pertinents, très importants. Merci infiniment, Tiffany. Je crois que notre panel, nous sommes dans les temps, mais je vois qu'il est quand même 15 heures. Alors donc, on va tout de suite passer à Antoine. Et oui, c'est ça, Antoine, qui va engager le thème de l'éducation, de la recherche, et quel rôle et quel impact dans les systèmes alimentaires. Alors, la question plus précisément, quelle est l'importance de l'éducation pour des pratiques alimentaires durables et une consommation éclairée? Quelles sont les méthodes par rapport à la communication d'engagement? Quelles sont les méthodes pour sensibiliser le public aux enjeux alimentaires et encourager des comportements responsables? Donc en synthèse et court, pour faire un petit peu comme mes collègues, là, je dirais 3 mots, puis après je vais essayer de les développer. Là. Un premier mot, c'est bidirectionnalité. Deuxième, c'est représentation. Puis troisième, ascendance. Donc, l'idée de méthode, ou du moins la place de la recherche, de l'éducation, de la sensibilisation à l'intérieur des systèmes alimentaires. Donc, pourquoi? Mon parcours, moi, là, ce qui me fascine essentiellement, on a parlé sans le nommer, là, de la gouvernance. Donc, moi, c'est ce concept-là qui me fascine. J'ai un bagage, là, en fait, mon doctorat, le bagage le plus récent qui m'a fait fasciner sur la gouvernance, c'est un parcours en bioéthique. Et avant ça, moi, je viens du domaine de l'écologie. Donc, c'est pour ça que le concept de la gouvernance, j'ai l'impression qu'on a tendance à l'avoir un petit peu réduit ou limité avec les années. Là. Souvent, on pense à la gouvernance comme étant le gouvernement ou, je sais pas, le système, le conseil d'administration d'une entreprise. Alors que, comme Malek l'a introduit au départ, autour de ce conseil d'administration, il y a une culture d'entreprise, voire il y a un système de normes encore plus vaste qui détermine d'une certaine manière ce que notre conseil d'administration va décider ou ce que notre entreprise va faire, ou même notre gouvernement. Puis là, je m'amuse à faire un petit peu la synthèse, là, mais Muriel, tu as aussi parlé d'un système encore plus large, social, où on est dans une société où il y a des différences a priori. Puis même si c'est peut-être pas à l'intérieur de notre culture, ces différences-là, a priori, déterminent également notre gouvernance, la trajectoire de nos entreprises, de nos sociétés. Puis on a parlé de l'écosystème également, de l'environnement. Il y a aussi un déterminisme, il y a certains facteurs de l'environnement. On parlait aussi des marchés, du fait que l'Ukraine avait influencé le prix de l'olive. Donc, au-dessus de la gouvernance, du conseil d'administration du gouvernement, il y a plein d'autres choses qu'on devrait rentrer dans le package conceptuel de la gouvernance. Donc, pourquoi j'ai introduit ça, notamment pour introduire mon parcours, mais aussi pour un peu contextualiser les 3 mots que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on a une vision là, assez classique que souvent dans le domaine on appelle une pensée linéaire. Donc, des choses. On a l'impression que l'éducation, la recherche,
Puis la sensibilisation doit venir de l'extérieur, on voit un problème, puis on l'applique. Donc, si le monde était fait de manière linéaire, on aurait réglé bien des problèmes. Ça serait très simple à concevoir. La réalité est un petit peu plus complexe. Donc, d'où mon premier point, donc la bidirectionnalité. Je pense que les systèmes agricoles, alimentaires, c'est de base des systèmes complexes. Donc, il faut introduire certaines dynamiques de rétroaction bidirectionnelle ou que cette recherche-là, cette éducation, pour répéter les termes, là, les sensibilisations, doivent se baser sur, on va dire, une certaine écoute des agriculteurs ou des personnes qui sont à la base. Donc, on a souvent l'idée que, par exemple, le professeur, le chercheur, etc., transmet un certain savoir. Mais ça, c'est toujours dans la prémisse que ce savoir-là a été testé sur l'environnement. Il y a eu une rétroaction de l'expérience, il y a eu une réalité qui fait en sorte que cette connaissance-là fonctionne pour de vrai. Donc, si on n'introduit pas les agriculteurs, les citoyens, les gens qui vivent l'expérience de la pratique à l'intérieur de notre système d'éducation, de recherche ou de sensibilisation, ça ne fait aucun sens. Donc, c'est là mon autre point de représentation, dans le sens que dans notre dynamique, il n'y a pas juste le chercheur ou le professeur, donc je ne répéterai pas tous les trois termes, qui représentent le milieu académique et le savoir. Il y a aussi les citoyens, l'agriculteur, mais aussi, on va dire, n'importe quel amphibien qui est le seul représentant de son espèce, mais est aussi un représentant de quelque chose. Puis cette voix-là devrait être écoutée. J'aurais aimé ça rebondir sur vous autres. Tantôt, quand vous parliez, là, justement, il y a beaucoup de réflexions sur les sans-voix ou les low voice, no voice en société, là, dans la littérature féministe. Mais ça aussi en écologie, du fait que c'est dur en droit de l'environnement que de représenter un paysage ou une espèce animale à l'intérieur d'un parlement. C'est très bien notre société de droit, mais ça a quand même certaines limites. On a besoin de représentation. Donc, ça s'applique pour les communautés vulnérables, mais ça s'applique, on va dire, littéralement pour un paysage puis un écosystème. Mon dernier point, c'est les modes, donc, de gouvernance sont ascendantes. Bon, c'est assez classique. On est dans des démocraties, on valorise beaucoup les modes ascendants, puis on est souvent contre une hiérarchie descendante. Mais il y a une chose que j'ai l'impression, puis je conclue là-dessus, là, qu'on a tendance à oublier, c'est qu'on a tendance souvent à focaliser sur l'objet, par exemple, focaliser sur la résolution du problème des systèmes alimentaires, essayer d'augmenter sa performance. Mais on oublie aussi souvent de réfléchir sur tout le reste, hein, sur le contexte autour du package, la société morale ou l'entité qui va permettre de faire aller ce projet-là. Donc, souvent, on trouve ça plate, hein, c'est de la bureaucratie, c'est de l'administration, c'est des politiques, etc. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de ça qui devrait être inhérent au package de la recherche, de l'enseignement, puis de la sensibilisation, qui est, bon, ben, comment, effectivement, ensemble, on s'assemble pour faire, je le répète encore, de la recherche, de l'enseignement, puis de la sensibilisation. Merci beaucoup, Antoine. En tout cas, c'est vraiment un panel absolument captivant où on voit, je pense, l'enchevêtrement nécessaire de toutes vos expertises tellement différentes les unes des autres. Et on va donner donc la dernière intervention à Ben, qui va, je ne sais pas sur une note pessimiste ou optimiste, mais nous parler des visions de l'avenir. Alors, voici les questions. Comment imaginons-nous les systèmes alimentaires du futur en termes de durabilité? Quels changements essentiels doivent avoir lieu pour atteindre cette vision? Quels sont les principaux défis à surmonter pour réaliser cette vision et comment pouvons-nous nous y préparer dès maintenant? Et vous n'êtes pas obligé d'aborder la dernière question, mais il y avait aussi la question des guerres et des conflits dans tout ça, mais à vous de choisir. OK, merci. Ça marche? Donc, je m'excuse pour la qualité de mon français et mon téléphone. Donc, j'ai fait beaucoup de travail sur un système alimentaire qui n'est pas du tout durable. C'est la production des bananes, surtout en Équateur. Mais je vais parler un peu de l'Amérique latine en général. C'est une étude de cas parfaite pour une seule santé, dans un sens. Il y a des liens complexes en interaction entre les êtres humains, l'écosystème et l'alimentation. Je m'excuse. Il y avait, au début du XXe siècle, des défrichements des forêts tropicales énormément, beaucoup d'élimination des habitats des animaux. Aujourd'hui, c'est une monoculture agro-industrielle
plus ou moins classique. Beaucoup des pesticides. Il y a des agroécologies altérées. Il y a par exemple des guerres entre les types d'insectes et la présence des pesticides affecte l'équilibre entre les insectes. Il y a la prolifération des maladies fongiques et en conséquence l'utilisation lourde des pesticides avec les impacts sur la santé. Et j'ai étudié comment les gens, comment les personnes, les travailleurs, les agriculteurs vivent cette situation toxique. Il y a aussi des efforts agroécologiques. On peut dire le banano pour la vida, le banane pour la vie. Donc, c'est la production du banane bio. Mais c'est difficile de dire que c'est durable parce qu'il faut le transporter. Il faut voyager 1000 kilomètres avec les bananes agroécologiques. Ce n'est pas très clair que c'est biologique ou c'est agroécologique. Mais je vais, avec tout ça, ce cas et tous des cas, il faut penser sur le pouvoir. Parce que c'est un exemple des facteurs structurels. Le pouvoir des entreprises, le United Fruit Company, qui aujourd'hui est Chiquita, Standard Fruit, qui aujourd'hui est Dole. Beaucoup de luttes entre les classes. Il y a de la dynamique de racisme et l'exploitation des femmes en Amérique latine, en interaction avec l'impérialisme américain et les disparités nord-sud. Aussi, ce n'est pas juste l'exploitation du sud par le nord, c'est aussi l'exploitation des régions rurales en Amérique latine pour les élites, pour les gens un peu plus privilégiés, les gens un peu plus riches. Et aussi, il y a l'exploitation pour les gens d'Amérique latine qui sont blancs, des Afro-Équatoriens, par exemple, des gens, des peuples autochtones d'Amérique latine. Donc, c'est une histoire très complexe avec beaucoup de dynamiques de pouvoir. Et je vais parler un peu d'un facteur qui est très important, les récits et les croyances, qui stabilisent les inégalités et qui stabilisent les relations de pouvoir profondément ancrées. Donc, parce qu'il y a beaucoup de défis à surmonter, mais pour moi, les histoires, les récits, les narratifs sont un point d'entrée très, très, très riche, très utile. Donc, il y a les histoires des bananes, des histoires racistes sur l'inévitabilité de la pauvreté en Amérique latine, fondées sur des déficiences inhérentes. Donc, ça existe aujourd'hui. J'ai écouté ces récits des gens d'Équateur, des gens, et on peut le voir sur le site web de Chiquita, par exemple. J'ai écouté un producteur de bananes avec un peu d'éducation universitaire. Il m'a dit, c'est une question de culture. Pourquoi les gens pauvres, pourquoi les travailleurs utilisent les pesticides dans une manière dangereuse. C'est un problème de comportement. C'est un exemple d'un récit qui est un obstacle. Aussi, il y a des récits, des histoires de révolution verte, dans lesquelles l'agriculture scientifique et technologique est nécessaire et bénéfique. Et aussi, en plus, l'agriculture capitaliste. Aussi, il y a des histoires contemporaines, exactement, sur l'inévitabilité de l'agro-industrie. Donc, je vais lire quelques mots de Joaquin Vasquez. Il est mort maintenant de COVID pendant la pandémie, mais avant, il était un leader. Il a mené beaucoup d'initiatives agroécologiques dans la production de bananes en Équateur.
Mais avec toute cette expérience, il a dit, pas à moi, à un autre chercheur, si exporter des produits est le moyen, parce que nous sommes une région exclusivement agro-exportatrice, nous ne pouvons pas abandonner le cacao ou la banane pour nous consacrer uniquement à la production de produits de consommation de base, car nous serions obligés d'intervenir dans quelque chose qui est impratique pour la culture de la région. Nous ne pouvons pas aller à l'encontre de l'histoire. Donc, il y a des récits très, très profonds, très bien ancrés, qui sont obstacles à changer. Et j'ai beaucoup de respect pour Joaquin, mais c'est un obstacle de changer parce que la production de bananes, ce n'est pas du tout durable. La banane pour exporter. Donc, comment imaginons-nous les systèmes alimentaires du futur en termes de durabilité? Je vais dire, comprendre les histoires existantes, leur utilisation politique et leur attrait émotionnel. Il faut s'appuyer sur les relations existantes, même avec les producteurs dans les systèmes de marché, les systèmes agro-industriels. Et il faut raconter et vivre de meilleures histoires, avec de meilleures pratiques, pensant des dimensions émotionnelles et relationnelles. Parce que dans l'une-seule santé et dans les sciences sociales, il faut penser que la santé, l'environnement, les communautés, le pouvoir et les récits sont liés, sont un mélange, plus ou moins. Je peux l'expliquer en anglais mieux, mais c'est tout pour maintenant. C'était absolument captivant, d'autant plus pour une philosophe, de découvrir cette méthodologie absolument incroyable basée sur l'analyse des récits. En tout cas, j'ai beaucoup appris. Merci infiniment aux panélistes.